Bonsoir, nous sommes le 26 novembre, il est 18 h. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Voici les principaux titres que nous allons développer. Le dossier de l'école Bizet à Saint-Cyr qui divise les responsables politiques. Elle ne sera pas rasée mais finalement rénovée. Plus que les choix opérés, c'est la méthode que dénonce l'opposition. L'association du Fun pour tous, qui depuis Guyancourt agit pour favoriser les rencontres entre personnes handicapées et valides, évoque des difficultés financières. Elle voit son avenir s'assombrir. L'hiver approche, mais pas encore la neige. Pour autant, les services techniques des différentes villes se préparent. Muriel Batti, directrice des infrastructures de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, sera en plateau pour nous en dire plus au cours de ce journal. On passe tout d'abord à l'image du jour avec Pôle emploi en Ile-de-France qui organise jusqu'au 29 novembre les rendez-vous de l'emploi. Dans les agences de la région, des job dating sont proposés. Aujourd'hui, c'était au tour de l'agence de Guyancourt de mettre en relation employeurs et demandeurs d'emploi. 10 employeurs qui ont reçu 84 demandeurs d'emploi présélectionnés pour des postes majoritairement axés sur le commerce. Le directeur de l'agence nous explique l'intérêt d'une telle opération. Alors c'est vrai qu'on avait tendance les autres années à faire des promotions des services pour l'emploi à l'extérieur. Là, on a préféré privilégier faire une opération mais à l'intérieur d'une agence aussi pour permettre aux employeurs de découvrir aussi l'agence. Voilà, une agence n'est pas réservée qu'aux demandeurs d'emploi, elle est aussi pour les employeurs. Donc ça nous permet aussi de montrer notre offre de services aux employeurs. On a fait une recherche de demandeurs d'emploi, on les a donc contactés par téléphone, on a fait des petits entretiens au téléphone, voir leur motivation et tout ça, pour vraiment mettre des profils appropriés par rapport à ce type de recrutement. D'autres job dating de ce type donc seront organisés début 2014. Rénové mais pas rasé, la décision est enfin prise pour l'école Bizet. C'est à Saint-Cyr. D'auditant rapport d'architecte, la conclusion est que la structure du bâtiment peut finalement être saine et rester en place. Si tout suit son cours, le chantier pourrait démarrer en 2015. L'école Bizet à Saint-Cyr-l'École ne sera pas rasée mais rénovée. Les discussions et les rapports d'expertise ont été nombreux. Finalement, la décision a été prise de réhabiliter. On a demandé à un deuxième cabinet d'architectes parce que le projet on appellerait ça un architecte programmiste, me plaisait pas du tout. Il y avait une rue qui traversait le square. Pour faire financer ça par la commune, ils construisaient des bâtiments d'habitation en bordure du boulevard. Donc on a demandé à un autre cabinet d'architectes de nous donner sa version et il nous a dit mais la structure du bâtiment est saine, on peut la conserver. Donc on va la conserver. Voilà à quoi pourrait ressembler la nouvelle école Bizet. Pour l'heure, ce n'est qu'une esquisse, un concours d'architectes va être lancé. En attendant, le choix de la rénovation, cela ne déplaît pas au maire, loin de là. Ça m'a enlevé une énorme épine du pied parce que, bon, c'était quand même un bâtiment, le fait de le démolir, avec les coûts de démolition, de le reconstruire, finalement, le fait de faire la réhabilitation, il n'y a pas une grosse différence. La facture totale s'élèverait à 10 millions d'euros. En bordure de l'école, un petit bâtiment accueille un centre de loisirs. Lui sera rasé et reconstruit en plus grand. Si tout suit son cours, concours d'architectes et appel d'offres, le chantier pourrait se lancer en 2015. Sur un terrain attenant, 4 Algeco pourraient être installés pour accueillir provisoirement les élèves. Pour l'opposition, la rénovation est une bonne idée, mais c'est la méthode qui ne va pas. On ne peut pas expliquer aux Saint-Cyriens en 2009 que la réhabilitation coûte 1 million d'euros, pour mieux leur dire en 2011 que la réhabilitation elle n'est pas faisable, qu'il faut détruire l'école, qu'il faut vendre le foncier pour financer, pour mieux dire 7 ou 8 mois après que non, vraiment la réhabilitation est la meilleure solution. L'école Bizet est l'une des anciennes écoles de Saint-Cyr-l'École. La commune compte 10 groupes scolaires. Toujours à Saint-Cyr, politique face au maire sortant Bernard Debain et UMP, Gaëtane Desjardins, sans étiquette, est désormais candidate au municipal 2014. Pour lancer sa campagne, l'élu aujourd'hui d'opposition fait du porte-à-porte avec son équipe quasiment quotidiennement. Anthony Reich, Olivier Moine l'ont suivi. À moins de 4 mois du premier tour, Gaëtane Desjardins se met en ordre de marche.
Présente sur la liste de Daniel Farnier en 2008 face au maire sortant, la Saint-Cyrienne se lance à la course de la mairie en 2014. Pour se faire connaître des habitants, la candidate, sans étiquette politique, fait du porte-à-porte. Bon, merci bien. Et merci de votre visite. Merci à vous. Allez, au revoir, monsieur. De manière générale, ce sont de très bons échanges. Enfin, moi, j'en suis ravie. Finalement, je n'étais pas rompue à cet exercice, mais j'aime ça, je peux le dire. J'aime ça. Les contacts sont enrichissants, sont francs, quelquefois bien pimentés, c'est pas le cas, mais les gens sont vraiment intéressés. Il y a un bon échange d'idées. Gaëtane Desjardins fustige le manque d'équipements sportifs et de structures pouvant accueillir les personnes âgées. L'élu d'opposition critique également l'absence de cohésion de l'équipe municipale et la gestion économique du maire actuel. 10 millions d'euros seraient inutilisés. C'est pas un bilan catastrophique, mais ce n'est pas un bilan qui me convient à partir du moment où les Saint-Cyriens manquent de tout. Et en plus, ils ne sont pas écoutés. Enfin, d'ailleurs, le maire n'écoute personne. Donc ça, je ne supporte pas. Mais quant à savoir les grandes lignes de son programme, les Saint-Cyriens devront faire preuve de patience. Pour l'instant, la liste de Gaëtane Desjardins reste encore ouverte. La Fédération yvelinoise du Secours populaire français qui annonce avoir reversé 8 000 € suite au passage du typhon sur les Philippines dans la nuit du 8 au 9 novembre dernier. L'association travaille sur place avec la fondation Renata basée à Jakarta. Des kits de première nécessité ont été distribués. Le bilan provisoire de cette catastrophe fait état de plus de 13 millions de personnes affectées, dont 5 millions d'enfants. Vous pouvez encore faire vos dons financiers à l'adresse qui s'affiche. Du Fun pour tous, c'est un centre de loisirs en inclusion collective, une association basée à Guyancourt créée en 2005 qui accueille des enfants souffrant de déficience mentale mais qui doit faire face aujourd'hui à d'importants problèmes budgétaires à tel point d'envisager maintenant de mettre tout simplement la clé sous la porte. État des lieux avec Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Les couloirs de cette association pourraient rester désespérément vides. Pourtant, depuis mars 2005, Du Fun pour tous s'occupe d'enfants de 5 à 17 ans souffrant de déficience mentale et propose un mode de garde unique dans le département pour les familles dont les enfants ne peuvent pas ou plus être accueillis dans les structures de loisirs classiques. Mais pour terminer l'année, l'association doit faire face à un manque de 50 000 €. Le directeur Bruno Grosvalet a dû se faire licencier. Je ne suis plus salarié de l'association. J'ai fait une demande à la direction départementale du travail pour que mon personnel soit mis en chômage partiel, pour éviter de les licencier justement. Et donc on va attendre. On va se mettre en service minimum, on va dire, pour continuer à accueillir les enfants quand même et proposer des solutions aux familles, mais en service minimum. Donc on va réduire les temps d'accueil pour éviter justement de fermer. De par son caractère atypique, le centre n'est pas considéré comme une structure médico-sociale. Bruno Grosvalet espère toujours voir son association être déclarée comme innovante dans le cadre de la loi de 2006 sur l'égalité des chances, ce qui lui permettrait d'obtenir un financement de la part de l'Agence régionale de santé. On est sur plusieurs champs et en même temps on n'est sur aucun champ. À chaque fois, moi quand je fais des demandes de financement ou quand je rencontre des personnes publiques ou politiques, elles me disent oui mais vous rentrez pas dans les cases en fait. Vous êtes un dispositif atypique et on ne peut pas vous mettre dans une case. Du coup, il faudrait créer une case en fait, qui nous corresponde. L'association est également en attente de 20 000 € d'impayés de la part des parents qui ne peuvent pas tous assumer le coût financier du centre. En 2012, Du Fun pour tous a accueilli 84 enfants issus de 25 communes des Yvelines. Malgré les difficultés, Bruno Grosvalet ne manque pas de projet. Il souhaiterait créer un accueil enfants-parents pour les 0,5 ans en 2014. Les Yvelines comptent plus de 18 200 établissements commerciaux et donc autant de beaux commerciaux. Ce sont ces contrats entre un bailleur et un locataire qui ont leur spécificité. Pour mieux l'expliquer, une conférence vient d'avoir lieu sur le thème. Elle a été proposée par la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines. Beau à louer, des panneaux que l'on peut croiser dans l'agglomération saint-quentinoise. Le bail commercial, une proposition d'investissement qui peut séduire, mais il faut bien en connaître les contours. Il y a vraiment sa particularité comparée à un bail d'habitation au profit d'un particulier, en ce sens que le locataire va bénéficier d'un statut protecteur. Il y a une durée qui est de 9 ans, qui se décompose en 3 périodes, et on l'intitule traditionnellement 3-6-9. Pour le bailleur, c'est également un schéma qui est très intéressant, puisque lui, il va compter sur un locataire qui va rester longtemps, et qui va effectivement, théoriquement, lui verser des loyers et des charges, qu'il va pouvoir indexer au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture.
Autre protection, si le locataire manque à ses obligations, le bailleur peut entraîner une action judiciaire pour demander la résiliation du bail. La procédure est rapide, environ 4 mois. Un marché spécifique avec des pièges à éviter. Oui, il y a des pièges qui sont vraiment très importants et qui ont trait notamment à la durée précisément et surtout aux charges et conditions du bail et particulièrement les clauses qui concernent les travaux, les charges subies par le locataire. Les bailleurs ont parfois tendance à vouloir imposer davantage de charges financières à leurs locataires. Voilà, donc les locataires ont très intérêt à négocier ces clauses-là ou encore les clauses qui vont avoir attrait aux travaux qu'ils vont devoir supporter en fin de bail, de remise en état. Voilà. Côté bailleur, il y a des subtilités évidemment à mettre en place aussi, qui sont davantage liées aux garanties du locataire, les garanties financières. Attention donc aux clauses, c'est essentiel, car en général, quand un bail est signé, on ne revient pas dessus. La location, qu'elle soit résidentielle ou qu'elle soit commerciale, elle est très complexe. Et c'est une erreur de penser que c'est quelque chose qui s'invente. Le conseil est vraiment nécessaire. Ou alors, il faut être autodidacte et puis s'être formé soi-même. Mais c'est vrai que ça ne s'improvise pas, franchement. Invité du journal de ce soir, Muriel Bati, bonsoir. Vous êtes la directrice des infrastructures pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Dans un mois, ce sera l'hiver, ce n'est pas un scoop, la neige n'est pas encore là. Et vous avez activé tout de même le plan hiver le 15 novembre, un plan actif jusqu'au 31 mars. Comment se présente ce dispositif? Quelles en sont les grandes lignes? Alors, grande ligne, déjà des moyens humains et des moyens techniques. Une équipe d'astreinte hivernale pour la communauté d'agglomération, en collaboration avec bien sûr les équipes des villes. Et puis un prestataire extérieur qui intervient pour nous, 9 saleuses, pour faire les 200 km de voies qui concernent la communauté d'agglomération. L'objectif, c'est de permettre la circulation, une circulation optimale, même si la neige est là, même si le verglas est là. Alors dans des conditions, je dirais, normales, hors crise, alerte rouge, éventuellement préfectorale, bien entendu, même si effectivement on utilise toujours les moyens dans ces cas-là. Mais effectivement, c'est pouvoir assurer la sécurité de façon journalière dès qu'il y a glissance ou neige pour les usagers de la route. Et puis, dans toutes les conditions, bien entendu, de pouvoir assurer un minimum de sécurité sur des itinéraires définis à plusieurs niveaux. On a des itinéraires prioritaires, d'autres qui le sont plus secondaires en fonction du trafic concerné. Et les automobilistes peuvent être au courant, quasiment en temps réel de la situation. Il y a des SMS qui leur sont envoyés pour peu qu'ils s'inscrivent sur le site internet de l'agglomération. Tout à fait. Donc là, on invite bien sûr la population à venir s'inscrire. Ça leur permettra de savoir effectivement si nos saleuses sont en fonctionnement ou vont sortir. Ça veut dire, ça permet de savoir s'il y a un phénomène météo qui arrive. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui s'est affichée, le site de l'agglomération de Saint-Quentin. Parmi les différentes choses qui existent, qui sont mises en place aussi cette année, j'ai pu voir qu'il y avait des bacs qui seraient en libre accès sur certains points plus ou moins difficiles. Les automobilistes vont pouvoir descendre de la voiture et mettre un petit peu de sel si jamais ils sont bloqués. C'est en prévision vraiment d'une crise avérée, c'est-à-dire quand le préventif ne sert plus, même si les saleuses continuent à fonctionner, pour que les gens qui sont en panne, que leur voiture glisse, n'arrivent plus à avancer, puissent mettre effectivement un mélange sel-sable pour pouvoir s'en sortir. Bien sûr, souvent avec l'aide des autres véhicules qui sont coincés derrière. L'entraide qui prime à ces moments-là, ça c'est sûr. Les points sensibles, c'est sur les points sensibles qu'on va mettre prépositionner ces bacs à sel. Ça ne va pas remplacer les saleuses. Bien sûr que non, c'est pour vraiment ponctuellement pouvoir aider en fait l'usager de la route qui est coincé et qui n'arrive plus à démarrer en fait. Les saleuses que l'on peut suivre en temps réel, vous les avez équipées de GPS cette année? Oui, alors c'est également une nouveauté pour cette année, des GPS qui vont être sur les 9 saleuses pour savoir les itinéraires également des saleuses, vérifier que la prestation est bien faite, mais également à terme pouvoir aussi dévier si nécessaire les saleuses en cas de besoin, en s'apercevant par exemple qu'un itinéraire a plus besoin qu'un autre, ou en cas de crise, de pouvoir les faire évoluer sur les itinéraires de la communauté d'agglomération, voire sur l'itinéraire des communes. Alors ne vous inquiétez pas si vous nous suivez en direct, la neige n'est pas tombée sur Saint-Quentin aujourd'hui, ce sont bien évidemment des images de l'année précédente et à chaque fois c'est une bouillie de sel qui est répandue, c'est ça Tout à fait, alors c'est un procédé comme on l'avait pu le préciser l'année dernière qui est un mélange sel et saumure qui permet d'intervenir dans des conditions météo même très basses, c'est-à-dire des températures très basses, donc une plus grande efficacité et puis pour le développement durable une meilleure puisqu'on dépense 30% de moins de sel. Alors, qui déclenche l'intervention? Là, on a vu le dispositif qui était mis en place. Et si jamais il y a une alerte qui arrive, comment ça fonctionne? Qui déclenche? Il y a des agents d'astreinte?
Veille météo, soit dans la journée par le service voirie exploitation ou par les agents d'astreinte la nuit ou le week-end. Veille météo, veille terrain également, patrouille sur le terrain. Coordination avec les services des villes, des communes de l'agglomération pour analyser effectivement le phénomène et dire s'il est nécessaire ou non de sortir. Et puis ensuite, nous, on enclenche la sortie auprès du prestataire et puis auprès de notre régie, puisque nous avons également une régie qui intervient sur les espaces publics, notamment autour des gares et puis sur certains cheminements qui n'ont pas de riverains directs. C'est un gros dispositif. Ça coûte combien? Quel est le budget chaque année? Alors ça dépend des années. Déjà, il y a un forfait d'astreinte, puisqu'il faut que l'entreprise soit présente avec ses saleuses, qui est autour de 500 000 €. Et puis après, chaque sortie, c'est entre 11 et 15 000 € en fonction de l'itinéraire. Moins il neige, mieux c'est. Pour les finances de l'agglomération, oui, c'est mieux. Et puis je pense que pour les usagers aussi. Environ 200 km de routes gérées par la communauté d'agglomération. Alors on le rappelle encore et chaque année, forcément, toutes les routes ne sont pas gérées par l'agglomération de Saint-Quentin. Une partie des routes sont gérées par les communes, donc une partie par l'agglomération, une partie par le département, une partie par la région. Comment ça se différencie sur le terrain? Alors, je pense que sur le terrain, je dirais pour tout le monde, ça ne se différencie pas. Effectivement, par contre... Quelquefois on râle parce que telle ou telle route n'est pas forcément déneigée, mais ça ne dépend pas du même interlocuteur. Non, donc les routes départementales, c'est le département. Les routes nationales, c'est l'État, donc qu'on appelle la DRIF. Et puis il y a les voiries communales, ce sont les communes. Et puis les voiries intercommunales, ce sont effectivement, c'est la CASCI qui intervient. Pour la communauté d'agglomération, c'est 200 km se trouvent. Voilà, ce sont les voies principales, je dirais, où les plus forts trafics circulent. Mais sachant qu'aujourd'hui, la dissection, vu qu'on se concerte pour pouvoir traiter les voies, la distinction, elle se voit beaucoup moins entre la voirie communale et les comités d'agglo. Il y a vraiment une gestion commune en fait de l'intervention. Là, on est sur le dispositif, on va dire classique, un dispositif spécial. Si jamais il y avait une crise importante, comme il y a pu y avoir il y a quelques années, où là tous les automobilistes étaient bloqués sur les routes, il a fallu ouvrir des gymnases, par exemple. Alors déjà, je pense qu'en préventif, c'est en préventif qu'il faut frapper le plus fort, même et juste veiller au niveau de la météo pour savoir ce qui va se passer sur les phénomènes justement qui pourraient être beaucoup plus graves, et puis s'organiser par rapport à ça en amont. Ensuite, on a les outils. On a les outils humains, on a les outils matériels pour pouvoir intervenir. On a cette coordination très forte aujourd'hui qui se joue avec les communes, le Conseil général et les services de l'État pour pouvoir vraiment une action coordonnée. Et je pense que cette communication et cette coordination permet également de bien traiter le problème. Alors après, il faut être clair, une crise de 10-15 cm en plein lundi après-midi à la sortie, ça sera compliqué. Ça restera compliqué puisqu'en fait les voitures bloquent le système. Déjà, les saleuses ne peuvent plus passer. Justement, on va faire une petite pause. Nous sommes allés aujourd'hui vous poser cette question. Équipez-vous vos véhicules pour la neige, pour faciliter la circulation. Si jamais c'était nécessaire, voici quelques réponses. Non. Et pourquoi? Parce que pour 2-3 jours de neige par an ici, ça n'a aucun intérêt. Donc je ne vais pas acheter 4 pneus neige dont je ne me servirai jamais. Non, pas particulièrement parce que je l'utilise très peu l'hiver. La dernière, non, je ne l'équipais pas, c'était un 4x4 donc j'en avais pas utilité. Par rapport à la neige, tout dépend, oui. Déjà les pneus neige au moins. Oui, des pneus neige. Non, pas du tout. Non, elle couche dehors malheureusement, donc effectivement, je fais rien. Non, c'est une petite voiture de ville, il n'y a pas besoin de pneus neige dans nos régions. Moi, je ne l'équipe pas pour l'hiver. Pour 15 jours de neige, j'estime que c'est pas vraiment très rentable. Alors on va tout de même aussi rappeler qu'en marge de ce plan qui a été mis en place par l'agglomération de Saint-Quentin, il est important que chacun des usagers ait une bonne conduite plus que jamais sur la route. On évite de prendre sa voiture si jamais on sait qu'il y a une alerte météo, transport en commun aussi, ce sont les bons réflexes à avoir. Transport en commun, je pense, et effectivement nos itinéraires et je dirais notre mode de travail, de prestation, on oriente de manière à pouvoir libérer les voies les plus fortement empruntées par les transports en commun. Donc effectivement, il est préférable d'emprunter les transports en commun dans ce cas-là. On parlait des routes, on parle de transport en commun. Est-ce que les trottoirs aussi font partie des priorités de l'agglomération pour éviter les mauvaises chutes? Alors peut-être un petit rappel, déjà la population doit nettoyer le bord de son trottoir. Maintenant il y a effectivement des trottoirs auxquels il n'y a pas de riverains, où justement la communauté d'agglomération organise le traitement. On gère autour des gares puisque c'est les zones les plus fortes justement en termes d'usagers piétons, de manière à ce qu'ils puissent rentrer et sortir des gares, et après les itinéraires principaux. Merci d'être venu nous préciser comment s'organiser ce plan hivernal pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes prévenus, on espère un hiver sans stress pour les usagers. L'an dernier, 42 sorties de saleuses pour l'agglomération ont été recensées. La plupart du temps, c'était à titre préventif.
Nous poursuivons le journal avec ce week-end un stage d'aïkido qui était organisé au dojo du gymnase Les Pyramides à Voisins-le-Bretonneux. L'objectif, découvrir un art martial méconnu et pourtant abordable. Le reportage d'Olivier Maniscalco et d'Anthony Reich. Créé en 1931 par le japonais Morie Ushiba, l'aïkido arrive en France dans les années 50. Dans cet art martial, à la différence du karaté ou du judo, le but n'est pas de combattre son adversaire, mais au contraire de guider son agression pour l'annuler. En pratique, l'attaquant appelé Yuke va tenter de porter un coup au défenseur, le tori. Ce dernier va uniquement contrôler l'agression en se servant de l'énergie de l'attaquant sans jamais riposter. Et avec ce principe de non-opposition, l'aïkido est véritablement ouvert à tout type de public, de 6 ans jusqu'à la fin de sa vie. C'est un sport où on ne demande pas de force, comme il n'y a pas d'opposition, même si moi j'ai des élèves qui font plus de 100 kilos et j'ai des élèves femmes qui font 45 kilos. Elles peuvent se permettre de projeter parce qu'elles vont aller dans le même sens que cette agression. Disons 100 kilos plus 45, ça fait 145 kilos qui reçoivent. Art intense mais non brutal, l'aïkido permet l'entretien du corps chez les seniors. La souplesse et l'énergie qu'il requiert est aussi particulièrement adaptée aux femmes. Des femmes chez qui l'aïkido peut permettre de se sentir plus forte en cas d'agression. Ça permet d'avoir une attitude vis-à-vis des relations extérieures difficiles, d'être beaucoup mieux posé dans son corps et de ne pas avoir peur inutilement. Parce qu'en fait, c'est souvent la situation de peur, de stress qui permet l'agression. Et donc si on est solide face à l'adversaire, face à l'agresseur, ça lui change un petit peu son processus mental et il s'interroge. Donc il ne va pas attaquer ou faire quelque chose aussi facilement. Si vous souhaitez pratiquer l'aïkido, les inscriptions sont toujours ouvertes au club de Voisins-le-Bretonneux. Mais avant de devenir un yuke ou un tori et de revêtir la jupe noire, le hakama, vous pouvez assister à un cours gratuitement et poser vos questions au professeur avant de faire votre choix. Et on se termine avec des images qui vont vous ouvrir l'appétit si vous nous suivez en direct ce soir. Le trophée de la Veine lancé par l'association des TOC françaises voici 10 ans et dont nous parlions hier avec son président du jury cette année, Thierry Marx, a livré son verdict. Bruno Baulmont, chef chez Dalloyau, l'emporte après 5h30 d'épreuve et face à 5 autres candidats. Ce trophée est considéré comme l'antichambre du concours des meilleurs ouvriers de France. Il est considéré comme une référence en France et se déroule dans les cuisines de Tecoma à Jouy en Josas. Thierry Marx était donc le président du jury, le chef étoilé. Si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition, on revoit à présent l'image du jour. Pôle emploi en Ile-de-France qui organise jusqu'au 29 novembre des rendez-vous de l'emploi dans toutes les agences de la région, des job dating proposés. Aujourd'hui, c'était à Guyancourt, mise en relation avec les employeurs et les demandeurs d'emploi. 10 employeurs qui ont reçu 84 demandeurs d'emploi présélectionnés pour des postes majoritairement axés sur le commerce. Le directeur de l'agence nous explique l'intérêt d'une telle opération. Alors c'est vrai qu'on avait tendance les autres années à faire des promotions des services pour l'emploi à l'extérieur. Là, on a préféré privilégier faire une opération mais à l'intérieur d'une agence aussi pour permettre aux employeurs de découvrir aussi l'agence. Voilà, une agence n'est pas réservée qu'aux demandeurs d'emploi, elle est aussi pour les employeurs. Donc ça nous permet aussi de montrer notre offre de services aux employeurs. On a fait une recherche de demandeurs d'emploi, on les a donc contactés par téléphone, on a fait des petits entretiens au téléphone, voir leur motivation et tout ça, pour vraiment mettre des profils appropriés par rapport à ce type de recrutement. Je vous retrouve demain en direct à 18h pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu. Et puis ce mardi soir, je vous retrouve aussi pour Municipal 2014, le rendez-vous politique de la rédaction. Il sera notamment question des campagnes des candidats sur Rambouillet ou encore Elancourt. Excellente soirée sur notre antenne.